Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va du coup commencer d'ici une petite minute, le temps que les dernières connexions se fassent. Eh bien, parfait. Bienvenue à tous et bienvenue sur ce live classroom. Nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure. Donc, je suis Florian Berthelot, donc de F3DF. Je suis responsable du pôle industrie et aujourd'hui, je vais être accompagné d'Edwin Monet des aéroports de Lyon. Donc, merci en tout cas à Edwin de s'être rendu disponible pour ce live. Et nous allons parler de Fab Lab. Donc, c'est effectivement un terme que on commence à bien connaître. Il y a environ, on va dire, pas loin de 400 Fab Labs en France. Donc, ce sont ces lieux de création, d'innovation, de fabrication, de création d'idées. On a décidé de faire un focus sur ces lieux et en particulier sur les Fab Labs qui se développent au sein même des entreprises. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de ces environnements, notamment dans l'environnement maker, dans les startups, mais ce n'est pas uniquement réservé à ces jeunes entreprises. On retrouve également des entreprises qui sont de plus grande taille, des PME, des grosses structures qui intègrent ces Fab Labs de manière à pouvoir amener de l'innovation, créer aussi des émulations autour de projets de fabrication. Alors, on retrouve bien sûr dans ces Fab Labs des thèmes qui nous sont familiers dans ces lives, que ce soit la conception 3D, l'impression 3D, l'usinage et d'autres technologies. Je vous propose donc de prendre un temps ensemble. J'ai demandé donc à Edwin Monet, Fab Manager aux aéroports de Lyon, de nous faire un retour d'expérience sur la mise en place d'un Fab Lab qui a été fait là sur ces dernières années. Et pour ça, je vais lui laisser la parole pendant, on va dire, l'idée c'est que ça dure à peu près une vingtaine de minutes, comme on a l'habitude, et que ça soit quelque chose qui puisse être aussi interactif. J'interviendrai effectivement si il y a des questions et je vous propose aussi d'utiliser la zone de chat pour préparer vos questions et aussi allumer vos micros, vos webcams suite à ce propos pour échanger sur vos expériences également et sur les questions que cela a pu déclencher. Eh bien, Edwin Monet, tu es avec nous, tu nous entends bien? Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour à Ah ben, tous. je vais te laisser la parole et on se retrouve pour les questions ou pendant ta présentation. D'accord. Alors, bonjour. Je suis donc effectivement Edwin Monet, chargé de projet innovation et dans mes attributions, je m'occupe du Fab Lab des aéroports de Lyon. Alors, l'idée, effectivement, c'est comment on en est arrivé aux aéroports à construire un Fab Lab. Euh, En fait, je vais essayer de vous évoquer l'origine, qu'est-ce qui nous a poussé à créer ce Fab Lab, comment on en est arrivé à le mettre en place, quelles ont été les étapes stratégiques, euh, les technologies qu'on a choisies pour intégrer à l'intérieur de notre Fab Lab, mon rôle un petit peu dans tout ça, voir un peu à quoi je sers, et le quotidien du Fab Lab, comment il vit, qu'est-ce qu'on y fait au jour le jour. Alors, en fait, l'origine du Fab Lab, c'est ni plus ni moins que la proposition d'un stagiaire qui a été déclencheur dans notre métier. Au cours de nos journées, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'on a à faire, hein, on gère nos projets, on avance, on essaie de solutionner tout ça. Et effectivement, un jour, un stagiaire est arrivé dans nos locaux et puis il nous a évoqué cette idée de pourquoi on n'utiliserait pas une imprimante 3D pour résoudre un problème. Je me souviens plus d'ailleurs l'origine de ce problème-là, mais en gros, il est arrivé comme ça. Et au lieu de le refouler gentiment, en lui disant non, mais laisse-nous faire un peu ce qu'on fait, tu sais, on a l'habitude, nous, on est bien, on va y arriver, on lui a dit, bah, écoute, ouais, c'est vrai, mais on ne connaît pas du tout cette techno, rien à faire. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait en tête. Alors, bah, écoute, pour nous, une étude de la technologie, explique-nous ce qu'elle est en mesure de nous apporter, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on pourrait produire avec et comment ça pourrait s'intégrer à l'intérieur de nos journées, de notre quotidien.
Et bon, bah, du coup, le stagiaire, un jour, a fini son stage et il est arrivé que bah, j'ai repris le relais et j'ai proposé de faire les choses différemment. Parce que la première chose qu'on se pose, la première question qu'on se pose, c'est quoi le use case? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette machine en fait. Et à dire vrai, j'ai choisi une stratégie inversée, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez, on va investir dans une petite machine, quelque chose qui sera pas très onéreux et qui nous permettra effectivement de palper la technologie, parce que voir des papiers, voir des qu'est-ce qu'on peut faire, des tutos sur Internet, tout ça, tout le monde peut le faire, mais l'idée c'était vraiment de l'intégrer et de dire, bah voilà, on a l'outil, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et du coup, bah, là est né en fait le côté impression 3D, Fab Lab et un petit peu tout cet univers-là. Ça a été vraiment la première pierre à notre édifice. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, on a acheté une machine. La première machine qu'on a achetée, c'était un MakerBot, un réplicateur 2X, qui, à mon sens, donnait à l'époque suffisamment de possibilités pour tester la technologie, voir ce qu'on pouvait en faire, avec des supports, des bulles d'explosion, etc., un petit plateau chauffant. Ça me permettait vraiment de jouer. Et on a mis plus d'un an et demi à l'absorber, à voir vraiment qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et à partir du moment où on a créé un premier petit prototype, alors un truc vraiment anodin, mais on a construit une petite pince, je ne sais pas si vous la voyez là, la petite pince rouge, euh, elle servait ni plus ni moins à afficher un petit message d'information sur les barrières pavales, excusez-moi, les barrières pavales à l'intérieur des aéroports, quand il y avait des chantiers. Alors effectivement, on voyait très bien les gens construire et installer par exemple le carrelage, changer le carrelage, mais on n'avait pas du tout, enfin, les clients avaient pour habitude de les déconcentrer, de les déranger, de dire qu'est-ce que vous faites et de poser des questions. Et on n'avait jamais pensé à mettre de l'information là-dessus. Barrière Paval achetée chez un fournisseur X, on avait des petits panneaux d'affichage d'un fournisseur Y, on s'est dit comment on va mettre les deux choses en même temps, où on les a collés, on a fabriqué de petits protos avec la petite vis, ça ne nous a pas pris longtemps, et puis ça a marché, et les gens, on a vu nettement un gain de productivité, les gens étaient plus, les ouvriers étaient plus embêtés, et les clients étaient satisfaits parce qu'ils savaient qu'est-ce qui était en train de se passer, etc. Donc voilà. Alors, un petit peu de lobbying, c'est-à-dire en gros, bah, il a fallu qu'on aille maintenant, après dans tous les métiers, parce que l'aéroport c'est une myriade de métiers, et leur dire, je vous demande un petit instant. Non, excusez-moi. Donc du coup, Alors, tu n'es pas au bureau en fait, c'est ça, hein, tu es en train de nous dire que tu serais peut-être à la maison. ma femme, mes enfants, et tout ce qui va avec. Du coup, on a créé ce proto, on a dû aller un petit peu voir tous les métiers, leur dire, bah voilà, regardez ce on a réussi à faire. Est-ce que la direction technique, cette technologie-là pourrait vous intéresser? Et, euh, et en fait, on a vu qu'effectivement, il y avait de l'intérêt, mais les gens, les collaborateurs ne savaient pas vraiment où est-ce qu'ils pouvaient aller, jusqu'à où ils pouvaient aller, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire. Ils voyaient bien un résultat effectif, mais bah, ça, ça, ça mettait un peu de temps à rentrer dans les esprits. Du coup, on a continué à aller un peu dans ce sens-là, et puis on a acheté un peu plus de machines. Et c'est là qu'est arrivée la nécessité de créer un lieu. Parce que quand on a une petite machine dans un bureau avec 4 personnes, bon, déjà ça fait du bruit, ça peut gêner un peu les gens, etc. Mais quand on en a 5, c'est pas possible. Donc on a construit une petite pièce, un lieu dédié, qu'on a appelé l'Iroom, et on y a installé plein de nouvelles technologies. Alors, on a développé, donc on a acheté, on a gardé notre petite MakerBot. On a acheté une plus grosse machine, la volumique, qui nous permettait de faire des productions un peu plus rapides et de meilleure qualité de finition. On a tenté un petit peu de SLA avec la XYZ. Et puis on a acheté aussi plein de petites Wanao. Pourquoi? En fait, pour aller jusqu'à former ou initier tout du moins nos collaborateurs à la machine. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à vraiment comprendre qu'ils pouvaient l'intégrer dans leur métier, dans leur projet, leur façon de réfléchir. Voilà. C'est un peu ça qu'on a mis en place autour d'une pièce que vous pouvez voir là. On est passé du petit bureau d'Edwin qui était là.
à un peu plus grande salle. Et derrière, au fond, vous pouvez voir une salle fermée, parce que déjà ça fait du bruit, et que on a une hotte aspirante avec aspiration de vapeur, etc. On est allé un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien dans cette salle-là, cette high room qu'on appelle bah, j'informe les collaborateurs. En gros, j'essaye d'apporter cette technologie à toutes les couches des collaborateurs. Il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui sont intéressés c'est-à-dire qui voudraient mettre les doigts dedans, voir un peu manipuler, jouer avec. Il y a des gens qui voudraient juste savoir à quoi ça sert et voir comment ils pourraient me demander de l'aide et des objets. Donc, du coup, j'informe les collaborateurs. On a des petites estrades, on fait des petites séances plénières voilà, pour leur expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire. On les initie à la technologie. Alors, j'utilise des logiciels de conception 3D assez simples d'utilisation, à mon sens, hein, applicables pour la plupart. C'est gratuit et c'est facile à prendre en compte. Et surtout, ça amène à voir qu'est-ce qu'on peut vraiment construire. Je passe beaucoup de temps aussi à suivre l'évolution de ces technos, surtout là par exemple pour les FDM avec toute la partie nouvelle matière. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on a des intérêts à utiliser du flexible? Est-ce qu'on pourrait utiliser des matériaux plus résistants plus élastiques voilà, enfin, j'essaie d'apporter toute cette technologie-là aux chefs de projet, multi-projets, hein, que ce soit d'ailleurs à l'exploitation ou à l'informatique ou autre. Hein. Donc voilà, on intègre ça dans les projets, on essaye de faire vraiment changer le mode de réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, très souvent, on a l'habitude d'avoir un souci et d'acheter une solution sur étagère. Et mon rôle, je pense que l'objectif, c'est quand même d'arriver à faire en sorte que pour avoir, sur un problème où on a besoin de 4 pièces, on n'a pas besoin de sortir l'artillerie lourde, de faire voilà, des protos pendant 6-8 mois. On essaie de rendre des solutions rapides, efficaces et pas chères pour arriver après à des solutions peut-être de plus grande ampleur. Voilà. Et donc voilà, mon rôle, c'est là où le rôle où je me sens vraiment impliqué là-dedans, c'est de rendre cette technologie vraiment accessible au plus grand nombre. Pourquoi? Parce que c'est même les personnes qui sont sur le terrain, pas les grands chefs de projet, etc., mais toutes les personnes qui sont dans ma boîte ont à un moment donné une idée qui pourrait être déclencheur d'une amélioration continue de notre boîte. Donc c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les gens, tous mes collaborateurs, tous les collaborateurs de l'aéroport puissent se dire à un moment, cette technologie, elle va pouvoir me faciliter mon quotidien. Voilà. C'est un peu ça le rôle d'une partie de mon travail à l'aéroport de Lyon. Du coup, Edwin, je te cache pas que la première fois, moi, quand tu m'as dit, voilà, il y a un Fab Lab à l'aéroport de Lyon, ça m'a un peu surpris et c'est effectivement pas forcément là où je l'attendais. Et pour bien comprendre, c'est tout un écosystème, hein, j'ai découvert après, mais quels sont les métiers qui sont dans un aéroport? Qui est concerné? On voit bien, on a toute une partie qui est ouverte au public, mais on se rend pas bien compte voilà, de l'activité qui est en interne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, les premières personnes qui ont été directement intéressées par cette techno-là étaient directement à la direction technique. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont très pragmatiques, ils ont des problèmes très simples. Quand je dis simple, c'est-à-dire que ils les ont déjà pré-identifiés, ils sont carrés, on sait où est le problème et où est-ce qu'on veut aller. Donc c'est eux qui sont venus directement nous voir en disant, ben, voilà, nous on a une pièce A, on a un support B, on va pas, on peut passer par un atelier, un plieur qui va nous prendre 2 mois de travail, prototype à l'appui, 500 euros par proto, et puis sauf que là, nous, on n'a pas le temps. En fait, on a un problème là, maintenant. C'est aujourd'hui que les équipements sont en panne, et il faut que dans 3 jours, ce soit fait. Et ben, c'est les premiers qui sont arrivés et qui nous ont dit, ben, voilà, moi j'ai besoin d'une pièce comme ça, on les a aidés, on a dessiné les pièces avec eux, des pièces très simples, basiques, mais d'une efficacité et d'une utilité surtout redoutable. Voilà. Donc ça, c'était la partie direction technique, au niveau des capteurs, au niveau des tri-bagages, des choses comme ça. On a créé des petits bumpers pour pouvoir faire glisser les bacs qui passent dans les EDS, les scanners de cabine.
des bagages cabine. Parce qu'il, de temps en temps, il heurtait le côté, il se bloquait, ça gênait le protocole et le processus de passage au poste aux frontières, inspection filtrage. Du coup, bah voilà, c'est arrivé comme ça. Mais on a aussi la direction des opérations, qui est très orientée expérience client, qui cherche toujours en permanence des solutions, des petits trucs pour fluidifier le passage du passager, fluidifier, rapide. Enfin, notre objectif, c'est quand même que ça aille vite, même si aujourd'hui, je pense que tous ceux qui passent par un poste aux frontières, l'inspection de filtrage, ont l'impression que ça ne se passe pas suffisamment vite. Voilà. Donc voilà, puis après, bien sûr, il y a la communication, comme j'ai un peu expliqué là pour les barrières pavales. Il y a pas mal de. Tous les corps de métier, en fait, finalement, sont intéressés par ça. J'ai même le service, on a un petit service sécurité à l'intérieur du bureau qui m'a demandé de fabriquer des petits fanions pour les portes pour identifier sur chacun des bureaux qui était SSP, qui était EPI, SST, SST, EPI, etc. Du coup, et comme les gens changent un peu de bureau assez régulièrement, on a construit des petites réglettes avec la possibilité de déplacer les fanions de porte en porte en fonction de qui était de l'autre côté. Voilà. Et du coup, c'était des petits détails qui fluidifient le quotidien de la boîte. Après, il y a plein Merci de. pour cette précision en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, on construit régulièrement plutôt des petites choses. Vraiment pour, je dirais, l'objectif premier, c'est d'effacer les problèmes du quotidien. Voilà. Hein, c'est un technicien qui arrive, qui me dit, maman, à chaque fois que je passe, j'ai toujours ce câble machin qui se bloque, machin. Je ne vais pas acheter une boîte de 300 000 serre-câbles ou tenant pour mon problème. Ben, en fait, on crée une petite bibliothèque, il vient, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, la machine fait ce qu'elle a à faire, elle lui pond la pièce en 2 heures, il revient, il passe, il installe, c'est corrigé, hop, c'est terminé. Et c'est un peu dans l'esprit de. On a essayé d'un peu d'intégrer chez nous l'esprit Kaizen, l'esprit un petit peu de solutionner les problèmes, les plus petits problèmes qui viennent nous piquer le dessous de la voûte plantaire, là, ceux qui passent notre vie au boulot. Voilà. Bah, c'est ça, c'est un peu ça que ça sert. Après, on a fait des protos, on a créé des petits prototypes, des choses qui n'existaient pas. On a tenté de faire des bracelets de capteurs de position autant pour les PMR que pour les employés, pour savoir un peu où ils sont, pour qu'ils puissent se diriger eux-mêmes, c'est-à-dire via une application, ils se déplacent. Voilà, on avait une carte mère qui pouvait le faire, mais on n'avait pas de support pour les mettre sur leur corps, etc. On a créé des petits bracelets électroniques. Ils n'étaient pas beaux. Hein. Ouh là là, ils n'étaient pas beaux. Mais ils ont permis de tester la fonctionnalité. Et à partir de là, on a déterminé après avec des designers quelque chose de beaucoup plus rationnel, beaucoup plus efficace. Mais ça nous a permis, en une fraction de seconde, en moins d'une semaine, de dire ça marche pas. Voilà. Et c'est là où je trouve que l'intérêt d'un Fab Lab à l'intérieur de l'entreprise a toute sa valeur. C'est la rapidité d'exécution et le côté, on trouve des solutions à des coûts in fine, qui sont modiques. Quand on a un proto, on nous propose un prototype à 500 euros et qu'on arrive à produire des choses aux alentours de 2 euros, bah, et en 48 heures, et quand je dis 48 heures, c'est le temps de dessiner la pièce, c'est phénoménal. Voilà, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Du coup, on conçoit un petit peu de pièces. On arrive à les reproduire parce que cette année, on a investi dans un scanner 3D. Donc, du coup, pour des toutes petites pièces où justement les commandes sont énormément longues à se faire livrer, bah, on les scanne, on les réintègre dans les appareils, le temps que, si tant est que, par exemple, on n'a pas trouvé le plastique qui va bien ou la matière qui va bien pour durer dans le temps, ça nous permet de maintenir la production et on commande la pièce et on peut tenir le coup le temps. Voilà. Tout, c'est des petites choses comme ça qu'on fait. On apporte des solutions innovantes. Et encore, hein, j'insiste, hein, c'est changer les modes de réflexion, parce que ça, c'est quelque chose de très, très ancré dans le monde de l'industrie. C'est que les seules personnes qui peuvent avoir la solution, c'est celui qui va vendre la pièce ou l'appareil. Et je pense que non, parce que je pense que dans certains cas, c'est celui qui s'en sert qui a la solution, c'est celui qui vit le problème au quotidien qui a la solution.
Voilà. Et du coup, comment tu as fait pour que, effectivement, enfin, j'ai été surpris de voir un Fab Lab à l'intérieur des aéroports de Lyon, mais j'imagine aussi que pour le personnel intégré, le fait d'avoir un Fab Lab accessible, c'était pas forcément non plus une évidence. Comment t'as fait pour que bah, de la naissance de ce projet-là, bah, ça devienne finalement un outil bah, dans leur quotidien? J'ai été aidé, hein, je n'ai pas fait ça tout seul, hein, avec les petites chaussures. Au fil des années, on a construit un groupe innovation à l'intérieur de l'aéroport qui reprend plusieurs, on va dire, personnes de chaque service et qui ont pour objectif justement d'aller chercher des solutions innovantes et d'aller faire un peu de prosélytisme, passer dans les métiers, voir où sont leurs problèmes et surtout d'arriver à rassembler tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a créé un événement chaque année, c'est une fois par an, où toutes les solutions innovantes qu'on a établies pendant l'année, on les présente, on les montre à nos collaborateurs, on les met en avant pendant une petite après-midi, des petits stands comme ça, une sorte de petit salon spécial à l'aéroport pour les employés qui voient déjà la production de chacun, parce que les idées viennent de tout le monde, et aussi comment on a pu les mettre en œuvre. Et du coup, ça fait un peu effet boule de neige. Ah, mais vous avez pu faire ça avec ça, bah, du coup, vous pensez qu'on pourrait faire ça avec ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est encore du travail, hein, c'est pas. Bon, là, on a 250 personnes à intégrer dans ce processus-là, mais voilà, c'est comme ça qu'on y est arrivé petit à petit. Et le groupe innovation, c'est pas une entité à part entière dans notre organisation. C'est bien on va dire, le petit plus que chacun apporte et créer un groupe à l'intérieur de. Ça ne fait pas partie de mes attributions quotidiennes. Je n'ai pas pour l'objectif de faire ça toute ma journée. Je suis chargé de projets informatiques et pendant des périodes assez courtes, j'intègre des groupes de réflexion et voilà, et une équipe entière qui est dédiée à ça. Et du coup, chacun apporte ses besoins, ses problèmes et ses solutions, et du coup, on fait un petit mix et puis on arrive à produire tout ça. C'est grâce à ce biais-là que ce petit univers, ce local, est devenu quelque chose d'existant, vraiment réel dans la boîte. Et du coup, on s'aperçoit un peu sur les photos que finalement l'espace de production, c'est une partie du Fab Lab, mais il y a un espace important pour recevoir du public, Ah, recevoir du monde. Ça, c'était un choix délibéré au moment du choix du lieu pour accueillir ce Fab Lab. en fait, là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'ancienne caisse parking de l'aéroport de Lyon. Cette pièce-là, à l'origine, elle a été utilisée par l'ancien système parc avec les écrans cathodiques, avec toutes les caméras de vidéosurveillance. Voilà. Et on a fait évoluer cette solution-là, puis ça pouvait être une pièce vide. Sauf qu'on avait plusieurs problématiques à résoudre, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le Fab Lab, la capacité, un endroit spécifique où on puisse faire pas mal de bruit et puis, sans gêner les gens. Et puis, au niveau communication interne, on avait besoin aussi d'un endroit où les gens puissent se réunir. Enfin, on a par exemple du yoga qui se fait dans cette pièce de temps en temps. On a ce qu'on appelle du café quoi. On a appelé ça comme ça. Le terme, c'est on prend un sujet interne, et on vient expliquer les choses, etc. Du coup, ça nous fait une petite salle de réunion. Et de fil en aiguille, le fait d'avoir mis cette petite salle de réunion à côté du Fab Lab, eh ben, quand il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent, on veut leur donner je sais pas, par exemple, pas des cours, mais des explications sur la nutrition, par exemple. Voilà. Et ben, en fait, ils s'assoient sur cette estrade, ils écoutent voilà, l'intervenant. À côté de ça, ils voient le petit Fab Lab à côté, ils disent qu'est-ce que c'est, et ça fait poser des questions, et du coup, ah mais oui, mais c'est ça, une imprimante 3D, ah mais c'est génial, en plus, en règle générale, elle tourne, du coup, ça donne un côté un petit peu. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que pratiquement tout le monde sait qu'on a un Fab Lab et sait on peut produire. Et là, récemment, j'ai un pompier qui est venu nous voir, le groupe Innovation lui-même. Il a posté une proposition. Il nous dit bah, écoutez, pour le retour à la vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu tous en télétravail à l'aéroport. Il y a quand même encore des gens là-bas, mais l'idée, c'est pour faciliter notre retour, bah, il s'est dit bah,
Pourquoi on ne ferait pas un peu comme les hôpitaux, on mettrait des trucs pour les poignets, pour faciliter les ouvertures avec les coudes. Et du coup, ben, voilà, l'idée, elle est venue de lui. On va la porter avec le groupe Innovation et le Fab Lab pour construire ça, intégrer ça dans nos locaux, etc. Donc Ouais, donc c'est le but, c'est vraiment finalement à toutes les étapes, même dans le contexte actuel, c'est d'adapter l'espace de travail, d'adapter ses pratiques dans le travail et d'avoir une aide matérielle, quoi. C'est vraiment ça qui est c'est ça. proposé par le Fab Lab. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense qu'on a bien tous compris que si on voulait quelque chose rapidement, à des coûts qui sont rationnels, ben, dans certains cas de figure, pas tous, hein, bien sûr, dans certains cas de figure, je pense qu'il faut se faire confiance à soi-même, c'est-à-dire qu'on produit à petite échelle pour des solutions pour des problématiques à notre échelle, on produit à notre échelle et avec des vitesses. Et c'est là où je reviens encore un peu sur cette boucle. Mais finalement, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la vitesse d'exécution, le côté, les finances hein, qui sont très faibles en termes d'invest. Et du coup, bah, on arrive à solutionner nos propres problèmes à notre vitesse et à notre échelle. Voilà. Alors, du coup, peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire en termes de budget, un aspect économique. Comment ça a été perçu, l'arrivée d'un Fab Lab? Parce que c'est vrai que quand on est dans une entreprise aujourd'hui, il y a des investissements qui sont faits. C'est pas forcément le premier point d'investissement auquel on pense, même si c'est une source d'innovation. Comment ça a été accueilli par le personnel? Est-ce qu'ils se sont dit, c'est encore une nouvelle lubie? Est-ce que c'est quelque chose qui va me servir? Et économiquement, est-ce qu'il y a un modèle qui permet de dire qu'aujourd'hui c'est viable? Oui, il y a des, il y a des, il y a des, comment dire, il y a des, comment je pourrais expliquer ça? Il y a toujours des gens qui penseront qu'effectivement, mon Dieu, ça doit coûter une fortune, c'est de la poudre aux yeux, c'est encore un canon à paillettes, comme je les appelle. Hein. On nous a envoyé ça pour nous dire qu'on est les meilleurs, qu'on est super innovants, waouh, waouh, super génial. Euh, le truc, c'est qu'on n'est pas arrivé tout de suite à ce stade-là. Il y a eu, comme je dis, des étapes. On est passé déjà par l'achat d'une petite machine qui avait un coût dérisoire. Je crois qu'on a investi 500 euros la première machine. Ça- Mais du coup, on a réussi à prouver d'acheter, avant d'aller plus loin, l'utilité. Et petit à petit, on est rentré comme ça. On a créé voilà, des petits use cases. Par exemple, le premier use case qu'on m'a demandé, c'était un truc, mais même moi, je savais même pas que ça existait à l'aéroport. Un porte-manchon ETD. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait juste un pot à crayon. Waouh, génial. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ce truc-là, ça a une utilité, mais, euh, mais génialissime. En gros, quand vous passez au poste aux frontières, de temps en temps, vous bipez, et là, vous devez tendre vos mains, tac, tac, on vient vous toucher les mains pour vérifier s'il n'y a pas des explosifs, etc. Et en fait, cet appareil, ça ressemble à un petit bâton, et on le pose dessus. Et du coup, ben, on a créé un pot à crayon de cette taille-là. Pourquoi? Pour pas que la tête touche la table. Parce qu'à chaque fois qu'elle touchait la table, elle devenait contaminée. On devait changer la languette, repartir de zéro, la réinitialiser, et ainsi de suite. En faisant ce petit truc-là, qu'on a fixé sur le bureau, le responsable de la sécurité posait le manchon directement au tube et la tête ne touchait jamais le sol, jamais la table. Du coup, elle n'était jamais contaminée et on a pu faciliter leur vie, accélérer le système. Et du coup, on est arrivé à un truc de fou, parce qu'au départ, j'ai appris que le prototype qu'on avait fait faire, ça nous avait coûté 500 euros. Il était taillé, c'était un truc en bois, et on avait mis plus d'un mois à le faire juste pour avoir un pot à crayon comme ça. Mais c'est là où c'est bien fou, parce que voilà, nous, ça nous a coûté 2 euros par élément. 2 euros par élément, 2 heures de conception. Et encore, quand je dis 2 heures de conception, c'est aller sur le terrain, voir où est le problème, qu'est-ce qu'on peut en faire, discuter avec le gars qui s'occupe de tout ça. Et en tout, alors là à l'époque c'était une grosse machine, c'était une grosse fournée. On avait une petite machine qui n'était pas bien rapide, et puis moi je n'avais pas encore toutes les compétences d'aujourd'hui. Mais ça nous a coûté 50 euros. Enfin, je veux dire, après, le temps machine, c'était la nuit que ça se passait, on n'avait rien à faire. Quoi. Et du coup, on a réussi à rationaliser ça en disant, bah ouais, effectivement, si on arrive à avoir une machine plus performante, on va pouvoir aller encore plus loin. Et on a porté des tout petits détails, des petits détails, un cache-bouton iPad.
c'est rien, ça paraît complètement anodin, mais quand on a installé tous les iPads dans l'aéroport, au niveau du terminal 1, ben, on s'est aperçu que le bouton n'avait pas été bloqué, n'avait pas été inhibé. Et du coup, on avait des clients qui venaient, qui arrivaient à bloquer l'iPad, ils n'en faisaient pas grand-chose, mais ils le foutaient en l'air. Et du coup, en faisant juste ça, ouf, en 24 heures, c'était réglé, on avait réglé notre problème, on n'a pas eu besoin d'appeler le nouveau fournisseur pour qu'il nous fabrique un cache qui dépendait uniquement du design de son truc, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va super vite et que ça s'intègre bien dans le quotidien de nos collaborateurs. Parce qu'ils savent qu'on est en mesure de répondre rapidement à une problématique hyper simple. Voilà. C'est là où je pense que ça fait mouche maintenant. Voilà. Donc, voilà. 1 heure de prise de mesure, 2 heures de conception, un peu 15 centimes par élément, 30 minutes par machine, et puis voilà. Et là encore, avec la nouvelle volume, on arrive à descendre encore plus vite. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc tu as clairement des demandes. Les gens viennent à ta rencontre avec le projet presque déjà établi. Ils savent que c'est possible. Et du coup, la conception est assurée par toi ou justement il y a du personnel qui monte en compétences aussi pour mettre en Alors, place leurs idées. mon but, c'est qu'ils montent en compétence. Là, je dis le fameux pompier dont je vous ai parlé, même si on a le petit objet qui est déjà présenté, parce qu'on ne va pas réinventer la poudre, l'idée c'est voilà, on peut utiliser des protocoles de ce type-là pour ouvrir les poignées de porte. Le concept, c'est qu'il arrive à lui-même être autonome et d'arriver avec un produit le plus fini possible quand il arrive jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que déjà, ça lui permet déjà de maîtriser vraiment son envie, son besoin, et de nous apporter quelque chose de plus proche de sa vision mentale. Et aussi le fait de l'autonomiser. À mon niveau, je ne pourrais jamais produire et concevoir toutes les pièces que toutes les personnes ont besoin et ont dans la tête. Donc, mon idée, c'est d'arriver à qu'ils soient en mesure au moins de produire une pièce très simple, fonctionnelle, non designée, peu importe, mais qui soit pratiquement intégrable telle qu'elle. Et après, je viendrai voir avec eux pour leur apporter un peu plus de détails. Bah oui, mais là, si tu fais ta pièce comme ça, on ne va pas pouvoir s'imprimer. Ou alors, là, je pense qu'on peut gagner en plastique parce qu'on n'a pas besoin de ça, etc. Et ainsi de suite. Je viens apporter des conseils. Mais ils montent en compétences eux-mêmes. Et l'objectif, c'est voilà, qu'ils soient pratiquement autonomes sur le sujet. Moi, j'interviens en cas de problème. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas mon rôle au quotidien. Je ne fais pas que ça dans mes journées. Et du coup, effectivement, j'essaye que mes collaborateurs soient le plus autonomes possible. Alors, j'imagine que c'est un point qui revient très souvent, c'est-à-dire que lorsqu'il y a disons, la mise en place d'un Fab Lab dans une entreprise, très souvent on essaie de faire appel à une ressource interne et c'est souvent une personne qui fait déjà quelque chose. Comment ça s'est passé justement on va dire le pourcentage d'activité que représente aujourd'hui le Fab Lab et ce que tu faisais avant et pourquoi finalement enfin, quels sont les compétences ou les qualités qu'il fallait avoir pour mettre en place un tel projet? Je pense qu'il. Alors, déjà, j'ai commencé par à peine 10% de mon temps de travail. À peine. On consacrait au départ, on va dire, mes supérieurs hiérarchiques m'ont laissé faire tant que j'arrivais à pouvoir produire et faire mes projets voilà, comme il faut. Le truc, c'est que il fallait arriver à un stade où on pouvait expliquer qu'il y avait un vrai ROI, il y avait un vrai retour sur investissement. À partir de ce moment-là, où on a réussi à prouver avec nos use cases petit à petit que là, juste avec un investissement de 2 heures de mon temps de travail, on avait réussi à gagner temps et temps et temps. Toutes les conceptions que j'ai faites, je les ai rationalisées vis-à-vis de si on les avait achetées ailleurs, en temps, en argent, etc. Et donc, du coup, c'est là où j'ai pu clairement, au niveau de l'innovation, aller jusqu'à. Alors, j'oscille entre 15 et 25% de mon temps de travail au quotidien. Des fois, je fais des semaines où il ne se passe rien parce qu'on a fini de produire, parce qu'on est sur des bascules de projet, on n'a pas encore les nouvelles demandes, les nouveaux besoins. Et des fois, j'ai un peu plus. Voilà. Et quand j'arrive au stack, au maximum du temps qui m'est alloué, déjà, je regarde un petit peu en avance de phase pour que je puisse
préparer les réponses, mais c'est là où arrive et intervient le fait qu'il dit, bah, écoute, là, moi, j'ai pas le temps de produire ta pièce. Par contre, la semaine prochaine, je peux te consacrer 2 heures pour t'expliquer comment fonctionne le logiciel et voir si tu voilà, si as, si as l'envie et les compétences de base pour pouvoir attaquer le truc. Et si c'est pas le cas, ben, tu passeras la prochaine fois et on fait un système de first in, first out. Et voilà. Ça ralentit un petit peu le système de production, mais finalement, ça accélère les projets. Donc, on s'y retrouve. Et peut-être pour ceux qui se posent la question de développer un Fab Lab, là tu as évoqué que c'est passé finalement par des étapes et tu as évoqué l'arrivée d'un élément extérieur, un stagiaire. Et ton Ouais. histoire, elle fait sourire, mais je pense que elle est pas si originale que ça. C'est quelque chose qui revient très souvent, hein. On commence par intégrer une petite imprimante ou quelqu'un a une imprimante à la maison et il en parle et ça fait effet boule de neige en interne. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme recommandation ou comme conseil avec un peu de recul, parce que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans maintenant que c'est en place. Par quelle étape il faudrait passer et peut-être ne pas commettre certaines erreurs qui ont pu être faites ou en tout cas en faire part aujourd'hui pour que ça puisse aider un peu les porteurs de projets. Je ne connais pas toutes les catégories de professionnels que vous représentez, hein, mais dans l'absolu, nous, on a acheté une imprimante SLA. Bon, je leur ferai pas. Je leur ferai pas parce que ça demande énormément de temps, énormément de travail post-opératoire sur une pièce. C'est toxique, enfin c'est toxique, oui, c'est toxique, hein, il faut aspirer, il faut respirer, enfin, ça demande énormément, trop d'un coup. Voilà. Aujourd'hui, on est capable de s'en servir parce qu'on a une note aspirante, une zone sous cloche et des choses comme ça, mais même les premières FDM qu'on peut avoir sur le marché, les premières avec plateau chauffant, etc., on arrive à faire des pièces qui sont fonctionnelles et utiles pour pouvoir prouver des concepts, pour pouvoir ne serait-ce que faire des réponses, c'est faisable, c'est pas faisable, on part sur une prod, on part pas sur une prod. Et les machines qui sont... on n'a pas besoin d'investir 1 million de dollars sur une machine. Je pense que si on a un ou deux use cases qui sont identifiés, euh, à hauteur de 500-600 euros, on peut arriver à mettre en œuvre ça et rentrer dans le processus de conception et de création 3D. C'est pas des sommes astronomiques, mais par contre, il faut commencer petit. Il faut commencer rationnel. Si vous achetez une machine à 5-6 000 euros, bah, de toute façon, il faudra aussi mettre en rapport, voilà, le ROI, il faudra arriver à récupérer cette somme. C'est un investissement dans une entreprise. Les choses doivent être rationalisées. Mais je pense que même les toutes petites machines qui ne payent pas de mine, on a l'impression qu'elles valent pas grand-chose, que c'est du maker qui peut faire ça dans sa cave ou dans son grenier euh, chez, sa, chez sa mère. Ben non, c'est des équipements qui peuvent arriver à être hyper fonctionnels au quotidien. Et il suffit de s'y mettre un peu dessus et on arrive à faire des choses très efficaces. Voilà. Je dirais, la FDM, allez-y petit, progressif. Et quand vous avez besoin de faire une production de 10, une production de 20, une production de 40, c'est que finalement, c'est déjà rentré dans les esprits et on est en train déjà dans une démarche de construction de Fab Lab. Voilà. Et après, il faut y aller tranquille. Merci Edwin pour ce retour. Du coup, je sais qu'il y a énormément de use cases que tu avais prévu de nous présenter. Est-ce que tu en as peut-être d'autres à évoquer un peu dans le même esprit, mais je pense qu'on on a bien vu à chaque fois, ce sont voilà, des petits projets, mais qui vont avoir un impact immédiat. Là, tiens, super. Si tu en as peut-être d'autres à nous présenter pour que ça puisse faire écho à vos projets qui. Désolé, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Mais par exemple, cette petite réglette là que vous voyez là, bah, c'est pareil, ça ressemble pas grand-chose. Et ben, en fait, ces trucs-là, ça nous a permis d'installer des nouvelles technologies, des lecteurs de carte 2D NFC, pour accéder aux portes coup de fil, ce qui vous permet de passer directement au coup de fil salon, de passer sur la voie rapide, on va dire, d'inspection filtrage.
Et en fait, si on n'avait pas construit cette petite réglette qui n'existe nulle part, hein, elle n'est pas sur le marché, on aurait dû changer la totalité du mobilier supportant ce lecteur. Parce qu'en gros, c'est une porte, un lecteur, et ça s'ouvre. Mais on a un joli mobilier design, super à la classe, qu'on a acheté, qu'on a investi, qu'on a installé partout, etc. Mais du coup, si on voulait changer un lecteur, eh ben, il fallait changer tout le mobilier. Et cette petite réglette-là nous a permis de faire une petite adaptation. Et c'est fonctionnel, c'est efficace, ça dure dans le temps, c'est parti. Et voilà. Donc c'est des tout petits détails comme ça, au quotidien. On a pareil, voilà, un petit ruban, un petit attache ruban LED facial. On a construit, on a mis en œuvre du robot voiturier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a une sorte de petit caisson où on met le véhicule dedans, ça se referme. Et en fait, en haut, on avait un afficheur. On voulait mettre un afficheur qui indique clairement c'est disponible, c'est pas disponible, votre voiture va être livrée, etc. Et on a lancé des protos avec des rubans à LED, des Raspberry Pi. On a installé et on est arrivé à produire des fonctionnalités. Et cette petite attache là en plastique nous permettait juste de coller et d'installer des rubans temporairement. Ça a mis 48 heures. Notre partenaire a été ravi de l'expérience. Il a, au fur et à mesure du temps, on n'a pas installé ça. On a installé une solution plus on va dire, industrialisée. Mais finalement, ce petit attache nous a permis de voir en grand bah, que c'était trop grand et qu'on avait des ambitions un peu trop grandes. Donc du coup, il y a des moments où effectivement, on a investi 4,50 € ce jour-là en plastique. Et on a peut-être gagné 4 mois de travail parce qu'on n'est pas allé au-delà dans ce projet-là. Et c'est aussi ça sert aussi à ça, à échouer. Et du coup, c'est intéressant ce que tu évoques, c'est que là, tu as travaillé en direct avec le fabricant, parce que c'est un point qui revient très souvent. Là, on a une pièce qui est trop chère, une pièce qui n'est pas facilement accessible auprès du fournisseur. Euh, Quels sont les retours finalement de ces fournisseurs? Est-ce que c'est des sujets que vous évoquez en disant, bah, écoutez, vous me proposez une pièce qui arrive que dans un mois, vous me proposez un prix qui est un peu exorbitant, finalement on se tourne vers une solution de reconception. Comment c'est perçu? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement rentre dans les mœurs aussi ou ça peut être aussi une source de conflit avec ces fournisseurs? Non, je pense pas que ce soit. Enfin, moi, j'ai jamais eu de conflit avec aucun des fournisseurs avec qui j'ai travaillé. Mais j'ai plutôt effectivement travaillé avec des partenaires. Je fais la différence parce que, par exemple, pour le cas du robot voiturier, là, on était dans une démarche de co-construction. Leur produit fini était un robot qui garde votre voiture. Nous, notre besoin global, c'était ça, plus une interface visuelle avec le client, mais associée à notre image, associée à la façon dont on voulait que ça voilà, que ça soit installé. Et c'est là où, en fait, au lieu de lui dire non, mais vous ne pourriez pas faire ça, vous ne pourriez pas m'arranger ce truc-là, et c'est pas leur métier dans l'absolu. Leur métier, c'était de garer des voitures de façon le plus automatiquement à l'intérieur, enfin, sur un parking. Mais la conception d'un afficheur spécifiquement dédié pour ADL, non. Et c'est là où ils étaient super contents parce qu'on est arrivé en fait pas avec juste des demandes. S'il vous plaît, combien ça coûte? Mais des fois, on ne peut pas, ils peuvent pas répondre. Et ils sont super contents qu'on arrive avec la solution qui nous correspond. Et ils étaient plutôt ravis parce qu'ils n'avaient pas à faire tout le travail de conception qui, en fait, finalement, ils seraient sûrement allés beaucoup plus loin que cette petite griffe qui nous servait. Tu vois. Donc, assez régulièrement, on se retrouve dans des situations où on vient adapter une solution sur étagère d'un de nos fournisseurs pour une utilisation très précise de notre métier. Et c'est là où finalement le fournisseur, lui, il s'en fiche. Hein. Il s'en fiche de construire un adaptateur sur 6000, en 6000 exemplaires pour une demande de 4 pour ADL. Ou alors, si, il va le faire. Mais il va nous les vendre au prix de 6000. Et c'est oui, mais parce que enfin, ça reste logique, quoi, c'est comme ça. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt de l'adaptation qu'on fait. On vient pas les embêter en disant non, non, mais là vous nous avez vendu un truc super trop cher, nous on a un truc, c'est 100 fois mieux. Non, c'est vraiment dans un esprit de coopération.
on travaille avec eux dans un esprit de coopération. Ouais, très bien. En tout cas, merci pour ce retour. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent et finalement, c'est la co-construction qui peut être une solution. En tout cas, merci Edwin pour ces exemples très concrets. Je vous propose de collecter vos questions. Donc, je vous invite à utiliser le chat ou à ouvrir vos caméras, vos micros pour continuer à échanger sur ce que vous avez vu, réagir, aussi partager vos expériences. Je vois que certains ont approuvé aussi quand tu as indiqué qu'on pouvait commencer avec des imprimantes très simples, mais le tout étant de démarrer, de faire rentrer le moyen de production. Le temps que vous collectiez vos questions, Edwin, on avait parlé, tu parlais de l'impression 3D finalement d'une boîte à outils, mais parmi tant d'autres. Comment est-ce que c'est un outil comme les autres finalement, ou est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que tu as identifié des choses qui fait que ça ne pourrait pas rentrer dans n'importe quelle structure et entre n'importe quelle main? Dans n'importe quelle main, je dirais que il faut quand même avoir. Ça reste une machine. C'est pas complexe. C'est pas une machine complexe. Si on la regarde de façon basique, c'est ni plus ni moins qu'un fer à repasser sur lequel on balance un câble plastique qui va fondre à une température précise. Point. Et on va déposer petit à petit le plastique. Enfin, je veux dire, ça reste très basique. Ça fait des jolis bruits, c'est impressionnant. On a l'impression qu'il faut être un ingénieur de la NASA pour pouvoir s'en servir, mais absolument pas. Les outils qui sont proposés justement pour se servir de tout ça, les slicers, certains modeleurs 3D sont à la portée, pas de tous, parce qu'il y a quand même, il y a quand même une notion de feeling avec les outils informatiques. Mais malgré tout, ça reste une CNC la plus simple du monde. Après, la nuance, elle vient sur la conception de la pièce pour être le plus opérationnel possible. Elle vient sur le choix de la matière qu'on va utiliser, parce qu'on a bien identifié les caractéristiques mécaniques qu'on veut obtenir à la fin. Mais au-delà d'arriver à la première étape. Justement, Edwin, ça permet de rebondir. Il y a souvent la question qui revient, c'est comment choisir le bon consommable, le bon filament. Admettons que toi, tu as une demande qui arrive. Comment tu vas procéder? Est-ce que tu procèdes tout de suite sur le choix bonne matière? Est-ce que tu vas orienter en fonction de l'application? Alors, déjà, la première chose que je fais, c'est que je m'invite en fait sur le terrain avec la personne qui a besoin de cette pièce pour voir comment elle va être utilisée. S'il va y avoir du frottement, s'il va y avoir des torsions, s'il va y avoir de la pression, s'il va y avoir un environnement avec de la chaleur, etc. Je vais essayer de récupérer toutes les variables pour moi, je sais que je vais aller chercher dans mon joli petit annuaire plastique qu'est-ce qui correspond le mieux. Mais même avant de l'utiliser, ce plastique, parce que je n'aurai pas tout en stock, hein, on m'a demandé un boîtier qui venait casser les ondes radio. Il me fallait ça. Pour lui, c'était important. Il ne fallait pas que son appareillage électronique soit une cage. Pardon? Une cage de Faraday, il me semble. Une jolie cage de Faraday. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait avoir ce matériel-là, mais les premiers prototypes qu'on a fait, on les a fait en PLA, parce que moi, je joue avec la matière in fine à la fin. Je fais des protos, le PLA, c'est assez facile d'usage, je peux aller vite. Les gens eux-mêmes peuvent s'en servir assez facilement, parce qu'il y a des plastiques qui ont des propriétés de warping qui sont assez compliquées à gérer. Là, le PLA, pour moi, c'est quelque chose je me sers au quotidien comme d'un crayon à papier. Et à partir du moment où on a trouvé une solution qui correspond, une solution physique qui correspond, on applique la matière pour les contraintes mécaniques. Je vous écoute. Ah, je vous entends pas. J'ai mon crayon à papier exactement comme toi. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais non, en fait, oui, la complexité à la fin, mais finalement, en y réfléchissant, en discutant comme ça, il n'y a pas énormément d'utilisation. Moi, je n'utilise pas énormément de plastique totalement différents. J'ai des cas de figure où il faut que ça aille à l'extérieur, des cas de figure où il faut que ça aille à l'intérieur, des cas de figure où il faut qu'il y ait
ça soit fluide, qu'il va y avoir des frottements, un peu de pression. Après, il y a pas, j'utilise pas, moi, dans mon quotidien, énormément de plastique chargé avec des particules de cuivre ou des choses comme ça. Enfin, je n'utilise pas Au beaucoup niveau de du plastique coup de la, azote. au Oui, niveau, au niveau du coût de la fabrication, tu peux nous en dire un peu plus? de la fabrication d'une pièce. En général, ouais, est-ce que tu as une façon de quantifier ou de calculer le coût approximatif d'une pièce? Alors, j'utilise des petits outils que Simplify 3D me donne déjà, en termes de quand j'utilise mes bobines, j'intègre automatiquement le coût de ma bobine et lui, il sait exactement le grammage qu'il va, qu'il va déposer. Je crois que c'est la solution de Volumic qui, à la fin, me donne un rapport même de la consommation électrique qui a été utilisée pendant mon impression. Mais ça reste quand même, c'est un peu comme allumer un PC portable, un PC, hein, c'est pas non plus des consommations de kilowattheures, hein, c'est enfin, de kilowatts, quoi. On est d'accord. Et en gros, c'est ça. J'intègre mon temps de travail en termes de conception et quand je vais sur le terrain pour aller comprendre tout ça. Et en gros, c'est du temps de travail, plus du temps de machine, plus du coût matériel. C'est un peu, voilà, c'est à ça que je résume pour l'instant, en tout cas, mon usage. Donc, tu intègres bien une partie de préparation de la pièce et du Ah oui, fichier. oui, C'est tout mon temps. c'est important de le préciser. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Le temps de travail, il faut pas le nier parce que assez facilement, on a envie de dire, ah, bah, cette pièce-là, elle coûte que 30 centimes. Elle coûte 30 centimes. Il faut bien intégrer le fait que j'ai mis une heure ou deux à comprendre le problème, à la dessiner et à gérer la machine en tant que telle, faire ses petits réglages. Et puis, voilà. Alors, on a aussi une question qui a été posée via le chat sur le coût d'un Fab Lab. Alors, c'est vrai que alors, faut voir dans quelle mesure tu peux nous répondre, mais aujourd'hui, un Fab Lab qui reçoit, donc là, c'est pour à peu près 250 collaborateurs, hein. Ouais. Tu as deux technologies, une dizaine de machines. C'est à peu Mhm. près ça. Aussi un scanner, c'est quelque chose qui revient très souvent. Ça représente un investissement conséquent. Alors, Quel est-il? conséquent, tout est relatif. J'ai envie de dire, on a. Combien ça nous a coûté? Je vais prendre les éléments les plus flagrants. Je ne vais pas vous faire le coût de la peinture et de la construction de la pièce en elle-même, mais concrètement, en termes de matériel, on a investi, je dirais, un peu moins de 5 000 euros dans la volumique, aux alentours de 4 000 dans le scanner. C'est les choses qui sont, c'est les deux produits phares de notre Fab Lab. Et après, par contre, dans les Wanao, les Wanao Duplicator i3 plus MK2, c'est une histoire hors taxe de 350-400 euros. Et ça, et c'est l'outil qu'on utilise le plus, finalement. C'est l'outil qui nous sert à produire tous nos prototypes. Et quand on est arrivé à la on la lance sur la volumique. Donc, Ah, ok, très bien. voilà. C'est en fonction de la dimension, de ce qu'on veut donner, du nombre de personnel qu'on veut intégrer dans le processus et ainsi de suite, quoi. Du coup, tu évoquais le scan 3D. C'est quelque chose qui, du coup, aussi est couramment utilisé dans les problématiques que tu rencontres? Alors, couramment, je dirais pas. Couramment, je dirais pas. Par contre, dans des problématiques très précises, euh, là où mon niveau de conception 3D arrive à sa limite, surtout en termes de temps. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne vais pas investir 4 jours de travail dans la conception d'une pièce qu'on m'amène sur la table. C'est-à-dire qu'on a une pièce qui casse fréquemment, qui a une conception qui est beaucoup plus complexe que ce que je produis d'habitude. Et que là, je suis en mesure, d'après sa forme géométrique, etc., de la scanner, de la numériser. Et ben, je ne m'embête pas, hein. Je la passe au scanner, ça me prend environ 45-50 minutes en fonction de ce qu'elle est, hein. J'essaie de trouver ça peut passer de 5 minutes à 1 heure, mais voilà. Et à partir de là, on a une précision qui aujourd'hui arrive à 0,5 microns, je crois, c'est ça? Ouais. Et ben, on est pratiquement capable de l'imprimer sans travail, sans post-production.
en ayant appris à bien scanner et à faire les choses correctement pour que la numérisation soit la plus propre à l'usage possible. Tu avais une boîte à lumière ou quelque chose de genre pour pouvoir avoir une Euh, lumière un peu diffuse? non, j'utilise pas ce, non, j'utilise, alors, nous, on utilise la Einstein 3D 2X Pro. Et j'ai jamais eu le besoin de recours à une boîte à lumière. Je descends un petit peu la luminosité globale de la pièce. Je matifie ma pièce avec un produit, même du K2R, ça marche très bien d'ailleurs. Euh, et avec comme c'est un scanner à projection de lumière, ça se passe très bien. Justement, si le sujet vous intéresse, on recevait il y a très peu de temps Thomas qui nous expliquait le workflow de travail pour le passage d'une pièce à sa reconception avec Fusion 360. Vous pourrez bien sûr vous y référer. Il est actuellement en replay. Eh bien, Edwin, merci beaucoup pour ton intervention. Merci de t'être libéré. Je sais que c'est une période qui est chargée aussi pour toi parce que tu produis, tu continues à produire avec des moyens d'impression 3D pendant même une période de home office. Merci pour ces exemples très concrets. Je pense que ça nous a permis de bien comprendre le type de pièces qui peuvent permettre de faire rentrer la technologie d'impression 3D dans notre activité, dans vos activités. Je vous propose de mettre fin à ce live. Merci à tous d'avoir participé. Je vais vous proposer de remplir un petit questionnaire de manière à avoir votre retour aussi sur ces interventions. Je vous rappelle qu'on recevra du coup aussi demain, on l'a un peu évoqué aujourd'hui, un acteur incontournable de l'impression 3D. On est dans le cadre de notre tour de France des entreprises de l'impression 3D. Et après, on a reçu Francophile, le fabricant de Normandie. On a reçu Lynxter du Pays Basque. Et maintenant, on part au soleil, on part à Nice. Et on sera accompagné de Volumic 3D qui viendra nous expliquer un peu le travail qu'ils ont mis en place depuis ces dernières années et aussi leur actualité qui est très chargée dans leur aide dans la bataille contre le Covid-19. Donc, je vous invite à nous rejoindre demain à 14 h pour en parler. Et je dévoile aussi un peu le programme de la semaine. On recevra également un autre fabricant, Formlabs, pour parler de conception orientée dans tout ce qui est résine. Et ça sera jeudi. Donc, ça sera animé directement par Formlabs. Et si ce sujet vous a plu, je vous préviens qu'on a aussi demandé un autre Fab Manager, un second regard, de manière à aussi compléter cette expérience très enrichissante d'aujourd'hui. Et on vous préviendra bien sûr de cette invitation sur les réseaux sociaux et dans vos boîtes mail. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous rappelle que ce live était en direct et sera aussi rediffusé sur YouTube dans les prochains jours. Merci à tous. Merci. Merci à toi, Edwin, et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Edwin, est-ce Oui, que tu m'entends? oui, je t'entends, oui. Tu parlais de Wanao tout à l'heure. Ouais, Ils sont aux Ulysses, que tu saches. d'accord. Et c'est tout. C'est un de mes amis personnels. Donc, n'hésite pas si un jour voilà, tu es coincé sur un truc. Je vais lui taper sur les doigts. Il est au bout de la rue. Du coup, Edwin, j'ai pas été poli, je t'ai pas présenté. Donc Benjamin, c'est donc notre représentant industrie sur la région parisienne. Voilà, donc J'ai envoyé un il, petit Slack tout à l'heure. Je me suis permis pendant le ouais, live. parfait. Voilà. C'est aussi quelque part notre Fab Manager du labo de Paris. Alors, toi, Et c'était super intéressant. Vraiment, je suis arrivé à la fin, mais c'était très intéressant tout de même. merci. C'est vrai. Allez, je vais mettre fin à ce live. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.